Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce jeudi 15 septembre 2022. D'abord au sommaire. Célébration ce jeudi du 15e anniversaire de la Journée internationale de la démocratie. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a tenu de souligner l'exacerbation des tentatives de réduire au silence les professionnels des médias. Un abus du pouvoir qui s'observe encore au Burundi où la liberté de la presse a perdu sa place. Au cours de cette édition, vous allez écouter les réactions d'un professionnel des médias et de certains hommes politiques burundais. Au sommaire également, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'hôpital Kira réhabilite le docteur Christophe Sahabo dans son poste de directeur général de l'hôpital. Pour certains hommes de droit, cette Assemblée générale a remis à sa place la justice burundaise en montrant que l'incarcération du docteur Sahabo est injuste et par conséquent, il doit être rétabli dans ses fonctions. Enfin, nous parlons de la crise du carburant au Burundi qui affecte aussi le secteur de la construction. Le détail dans quelques instants. Je vous le disais en titre, le monde entier célèbre ce jeudi le 15e anniversaire de la Journée internationale de la démocratie. Le thème choisi cette année par l'Organisation des Nations Unies est protéger la liberté de la presse, c'est protéger la démocratie. C'est dans cette optique que l'ONU a également décidé de se concentrer sur l'importance de la liberté de la presse pour la paix, la démocratie et la réalisation des objectifs de développement durable. Dans son discours prononcé à cette occasion, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a tenu de souligner l'exacerbation des tentatives de réduire au silence les professionnels des médias qui, dit-il, passent des agressions verbales à la surveillance en ligne ou au harcèlement juridique. Suivez Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Today marks the 15th anniversary of the International Day of Democracy. Yet, across the world, democracy is... Nous célébrons aujourd'hui le 15e anniversaire de la Journée internationale de la démocratie. Pourtant, partout dans le monde, la démocratie recule, la sphère publique se rétrécit, la méfiance et la désinformation gagnent du terrain et la polarisation sape les institutions démocratiques. L'heure est venue de tirer la sonnette d'alarme. L'heure est venue de réaffirmer que la démocratie, le développement et les droits humains sont interdépendants et complémentaires. L'heure est venue de défendre les principes démocratiques qui sont l'égalité, l'inclusion et la solidarité, et de se tenir aux côtés de ceux qui s'efforcent de garantir l'état de droit et de promouvoir la pleine participation à la prise de décision. Cette année, nous nous intéressons à ces fondements de société démocratique, la liberté, l'indépendance et la pluralité des médias. Les tentatives de faire taire les journalistes sont de plus en plus audacieuses, qu'il s'agisse d'agressions verbales, de surveillance en ligne ou de harcèlement juridique, des actes commis notamment contre les deux femmes journalistes. Les professionnels des médias sont en but à la censure, à la détention, à la violence physique, voire au meurtre, souvent en toute impunité. Ces voies ténébreuses mènent inévitablement à l'instabilité, à l'injustice, sans liberté de la presse. La démocratie ne peut survivre sans liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté tout court. En cette journée de la démocratie, et chaque jour qui passe, unissons nos forces pour garantir la liberté et protéger les droits de toutes les personnes. Let us join forces to secure freedom and protect the rights of all people everywhere. Même son de croche pour le président de l'Observatoire burundais de la presse, Innocent Muhozi trouve qu'il n'y a pas de liberté de la presse au Burundi, chose qui fait qu'il ne peut y avoir de débat vraiment contradictoire. Par conséquent, Innocent Muhozi juge qu'il n'y a pas de démocratie au Burundi. Suivez. Il n'y a pas de liberté de presse au Burundi parce qu'il ne peut pas y avoir de liberté de presse sans liberté d'expression, sans liberté d'association. Donc il n'y a pas de démocratie parce que la démocratie suppose un choix informé du citoyen. Le citoyen qui s'informe à travers les médias, à travers les débats, à travers les informations
objectivement recherchés par les journalistes et traités, diffusés en toute liberté. Si donc il n'y a pas de liberté de presse, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie non plus. Quand on est dans un pays où les citoyens, pour leurs opinions, sont persécutés, tués, torturés, mis en prison, juste parce qu'ils ont une opinion différente de celle des gouvernants, on est très loin de ce qui peut s'appeler démocratie, on est de loin en deçà de ce qui peut s'appeler liberté de presse. Et la liberté de presse qu'on nous chante ne se mesure pas à la multitude des journaux qui sont dans le pays ou des radios qui sont dans le pays, elle se mesure à la liberté réelle des médias qui exercent à traiter les questions fondamentales de la société, lesquelles sont interdites de traitement pour ceux qui exercent encore au Burundi. Donc il n'y a ni liberté de presse, ni liberté d'expression, ni liberté d'association et encore moins de démocratie. Pour le parti MSD, le Burundi enregistre une régression progressive dans différents secteurs considérés comme socle de la démocratie. Epitas Nshimirimana, le porte-parole du parti MSD, évoque entre autres la liberté de la presse, une liberté qui n'est pas du tout garantie au Burundi. Suivez plutôt Epitas Nshimirimana. Demokarasi mu Burundi igeze ahatemba. Mwese murabibona ko abanyagihugu batswe ijambo. No munsi abarundi. La démocratie au Burundi est à l'agonie. Vous êtes tous témoins que les citoyens n'ont plus droit à la parole. Aujourd'hui, les Burundais ne peuvent pas exprimer leurs idées de peur d'être assassinés. En un peu de mots, la démocratie a été remplacée par la terreur, l'oppression et la tyrannie qui caractérise les régimes militaires. Tout le monde sait qu'actuellement, les partis politiques d'opposition n'ont pas le droit de travailler au pays et que même ceux qui semblent ne pas trop inquiéter le pouvoir en place ne cessent d'être persécutés. Maintenant, pour ce qui est de la liberté de la presse, c'est encore pire. Vous savez bien que les journalistes libres et les médias indépendants ne se trouvent pas au pays. Le gouvernement en place souhaite qu'il y ait des journalistes et des médias qui œuvrent pour le compte du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et qui ne font que des éloges à ce parti. Des journalistes et des médias qui ne peuvent pas oser parler à la place du peuple, ni donner la parole aux citoyens lambda qui fait actuellement face à d'innombrables problèmes. Nul n'ignore que certaines autorités obligent aujourd'hui aux journalistes de leur montrer les informations à leur disposition avant leur diffusion, ce qui est contraire aux règles professionnelles du métier. Des journalistes sont arrêtés jour par jour pour des raisons incompréhensibles. Ici, nous n'oublions pas de nombreux journalistes qui se trouvent aujourd'hui en exil, ainsi que des médias qui ne sont pas autorisés d'œuvrer au pays, alors que ce sont des médias burundais. Le pays se trouve actuellement à la croisée des chemins parce qu'il n'y a pas de démocratie. Pourtant, ce sont toutes ces choses que je viens d'énumérer qui caractérisent la démocratie et qui constituent même ses fondements. Hormis donc les propos visant à endormir le peuple, il n'y a pas de démocratie au Burundi. Amajambo yo gusamaza kiretse ibivugwa na bamwe n'abandi ku nyungu zabo nta demokrasi mu Burundi hari. Au parti Sahwanya Frodebu, on estime que la démocratie est aujourd'hui en danger. Pour Léon Ngendakumana, vice-président de ce parti, l'on assiste aujourd'hui à la militarisation du pays et la liberté de la presse perd sa place. Suivez plutôt Léon Ngendakumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebu. La démocratie risque de disparaître sous nos yeux. Le risque est grand. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui prenne ça à la légère. Je peux citer quelques obstacles sur le renforcement de la démocratie. Le parti CNDD-FDD a affirmé à un certain moment, et enseigne encore d'ailleurs si vous voulez officiellement, qu'il n'existe pas de parti politique sans armée. Vous comprenez ça? Sans armée. Ça veut dire qu'on doit être armé pour être un démocrate. C'est ce qui trouve dans leur tête. Ça signifie aussi qu'ils continuent à croire dans la force de l'arme. Ça veut dire que l'arme est au-dessus de la parole. Alors du côté du pilier, du troisième pilier, les médias, c'est là où nous puisons toutes les informations qui nous aident, qui nous renseignent sur ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe au niveau du gouvernement, au niveau des partis politiques, au niveau de la société civile, au niveau de la population, et ce qui se passe dans les relations entre le Burundi et ses partenaires internationaux. Ces médias, alors, qui ont eu le courage de dénoncer tout, ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas, ces médias ont été détruits, ces médias ont été fermés. Les responsables de ces médias, les journalistes, ont fui le pays. Ceux qui n'ont pas été tués ou qui sont en prison
Ils ont fui. Et cela a eu un impact négatif sur la communication entre le pouvoir et la population, entre le pouvoir et les partis politiques, entre le pouvoir et la société civile, entre le pouvoir et le monde. Parce qu'aujourd'hui, les médias qui sont ici dans le pays travaillent sous pression avec la peur, même s'ils ont pu récolter des informations importantes, crédibles, ils doivent aller les retravailler avant de les diffuser sur l'injonction étrangère quelconque, civile ou militaire. Les seuls médias qui renseignent la population comme il faut, malheureusement, ce sont des médias qui ont fui, qui travaillent à l'extérieur du pays, mais qui sont plus écoutés. Les médias extérieurs aujourd'hui sont plus écoutés que les médias qui sont ici, dans le pays. Je suis là, je suis là, je suis. Parlant toujours de la politique, certains députés dénoncent la façon dont ils sont précipitamment convoqués à l'Assemblée nationale sans motif valable, même si les règlements intérieurs exigent qu'ils soient avertis de la tenue d'une session au moins une semaine plus tôt. Le bureau de l'Assemblée nationale les renvoie des messages dans la nuit précédant la session sans précision d'ordre du jour. Le point avec Émile Nilassoum. Après une convocation précipitée pour approuver le nom du nouveau Premier ministre et la semaine dernière, le président du parti CNL, Agathon Rwasa, et d'autres députés se sont vus convoqués encore une fois dans la nuit de mardi à mercredi de la semaine en cours. On nous a convoqués pendant la nuit. Moi, j'ai vu le message le matin. Quand on est allé à l'hémicycle pour demander l'ordre du jour, on ne nous a pas dit de quoi il s'agissait. Le matin de mercredi, le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gela Zendavirabe, a expliqué aux députés que l'Assemblée législative de la communauté est-africaine leur avait demandé de leur envoyer dans les meilleurs délais la liste des députés qui représenteront le Burundi dans la prochaine législature. Il a également signalé qu'il y avait des députés dehors qui avaient refusé d'entrer sans connaître l'ordre du jour. Mais les députés issus du parti CNL sont restés à l'extérieur de la salle de plénière de l'hémicycle de Kigove et leur leader Agathon Rwasa de préciser que les noms des députés à approuver ne leur avaient pas été non plus communiqués. Ce matin, on demande si on pouvait connaître la liste des candidats qu'on allait confirmer pour devenir membre de l'EALA, mais on nous a refusé de nous dire qui était les candidats. La liste des candidats à l'East African Legislative Assembly a été par la suite évoquée au cours de la session. Cependant, certains députés dénoncent cette attitude du bureau de leur cacher l'ordre du jour des sessions. Et pourtant, l'article 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale précise que sauf en cas d'urgence justifiée, l'acte de convocation accompagné de l'ordre du jour et des documents de travail est communiqué aux députés une semaine au moins avant la session. Toujours au chapitre politique, les habitants de la colline Karagara, zone Urukiro en commune et province de Rumonge, dénoncent les tricheries et d'autres magouilles qui ont caractérisé les dernières élections des conseils de notables collinaires. À part que ces élections ont été surveillées uniquement par le parti CNDD-FDD, les autres candidats ont été écartés ou alors éjectés pour ceux qui avaient eu la chance de figurer sur la liste et ainsi avoir la confiance de la population. Suivez plutôt ce témoignage d'un habitant de la colline Karagara. Des accusations portées par l'administrateur de Kayogoro ainsi que le secrétaire général du parti CNDD-FDD dans cette même commune et appuyées par le médecin directeur de la province Makamba sont celles-là même auxquelles s'est appuyée la ministre de la Santé, le docteur Sylvine Zeimana, pour exclure de ses fonctions l'infirmière Rose Wuchoumi, ce qui a poussé l'intéressé à écrire une lettre de recours gracieux. Dans cette correspondance de 3 pages en possession de la RPA, l'infirmière Rose Wuchoumi a tenu à rappeler à la ministre que des 2 commissions d'enquête mises en place par le président Évariste Ndayishimiye, l'une s'est avérée douteuse car n'ayant pas respecté les procédures d'enquête. Ici, elle cite les intimidations de la part de l'administrateur de la commune Kayogoro envers l'équipe qui s'était dirigée sur le terrain, sans oublier que la dite commission ne s'est même pas donné la peine d'interroger l'infirmière concernée
afin qu'elle puisse assurer sa défense et fournir des explications ou éclaircissements. Un autre fait souligné par cette infirmière est le fait que, dans ce rapport de constat, la deuxième commission a pu se rendre compte que la femme enceinte qui aurait accouché dans la cour intérieure du centre de santé d'Obujondi, faute d'assistance, ce qui était d'ailleurs l'une des principales accusations portée contre la mise en cause, n'a en fait jamais existé, vu que même les auteurs de ces accusations, à savoir Antoine Daïla-Guidje, administrateur de la commune Kayogoro, et Élisée Kadoyi, secrétaire général du parti CNDD-FDD à Kayogoro, n'ont pu donner ni l'identification de la mère en question, ni fournir aucune information pouvant renseigner sur son lieu de résidence. Le même constat a également été fait par les chefs collinaires, les comités de santé et les autres témoins qui étaient sur place. Une autre injustice à son encontre dont parle l'infirmière Rose Wuchoumi concerne les sanctions qu'elle a par après reçues, et ce, en violation flagrante de la loi. Premièrement, elle dit ne pas comprendre comment on a déduit 25% de son salaire sans qu'elle ait eu aucun avertissement de son employeur, comme stipulé dans l'article 64, alinéa 4 du statut général du fonctionnaire. Une sanction qui viole également au passage le Code du travail du Burundi dans son article 241 qui stipule que l'employeur adresse au travailleur une lettre de demande d'explication avant de prendre une décision de sanction, ce qui n'a jamais été fait, même pas par la ministre elle-même. Et c'est sans oublier que l'infirmière Rose Wuchoumi a été sanctionnée pour des fautes qu'elle aurait commises 2 ans avant, au moment où l'article 249 du Code du travail stipule bien que l'employeur ne peut pas prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un travailleur pour une faute dont lui-même ou l'un de ses représentants a eu connaissance de plus de 2 mois. Eu égard à tous ces manquements et violations de la loi, l'infirmière Rose Wuchoumi a conclu sa lettre du 10 août en demandant à la ministre de la rétablir dans ses droits, car, dit-elle, il a tout simplement été victime des montages orchestrés par ses détracteurs. Donnant suite à ce recours en date du 26 août, la ministre Sylvine Zeimana a tout simplement fait savoir que sa décision était irrévocable, car prise en toute connaissance de cause, et la ministre de conclure sa lettre de refus en invitant la concernée à faire recours aux juridictions compétentes si jamais elle se sentait lésée. Dans nos éditions ultérieures, nous ferons un feedback sur ce qui a poussé le numéro 1 Burundi à mettre en place 2 commissions. Nous vous parlerons également de la constitution de ces commissions, ainsi que des magouilles opérées par l'administrateur Antoine Daïla-Guidje pour fausser les enquêtes, allant même jusqu'à confisquer et cacher certains documents médicaux du service maternité de la place. C'était un habitat de la colline Karagara en zone Buruhukio de la commune et province de Rumonge. Après cette petite transition, nous parlons droit de l'homme. Je vous le disais en titre, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'hôpital Kira réhabilite le docteur Christophe Sahabo dans son poste de directeur général de l'hôpital. Ceci transparaît dans le procès verbal de cette Assemblée générale ordinaire de sortie de crise tenue en date du 8 septembre 2022, sortie ce mercredi. Le procès verbal énumère les résolutions votées par plus de 50% des actionnaires qui ont participé à cette Assemblée générale. Le point avec Eloge Diveremesh. L'Assemblée générale ordinaire de crise tenue ce 8 septembre 2022 a connu la représentation de plus de 62% des actionnaires d'Okira Hospital, comme l'indique le scrutateur désigné par Jean-David Pilot, qui fut le président du conseil d'administration de l'hôpital Kira. 6 résolutions ont été votées par les participants à l'Assemblée générale, dont celle nommant le docteur Christophe Sahabo au poste de directeur général de l'hôpital Kira. Cette dernière est liée à la 6e résolution qui a adopté le rapport du 31 mars 2022 rédigé par le commissaire aux apports et répartition d'actionnariat de l'hôpital Kira. La 4e résolution montre que les démissions du docteur Christophe Sahabo et du docteur Jean-David Pilot ont été faites sous les menaces de traitements inhumains et partant les décisions et actions menées par la suite sont nulles, non avenues et sans effet. Cette même 4e résolution votée par des actionnaires indique également que l'hôpital Kira ne s'est pas porté et ne se porte ni partie civile ni partie plaignante dans cette affaire vis-à-vis du docteur Christophe Sahabo. Également, une autre résolution répartissant les sièges au sein
sein du conseil d'administration a été votée au cours de la dite assemblée générale. Cette répartition des sièges montre que Charles Ndagijimana n'est plus considéré comme le représentant de la Sokabo au sein du conseil d'administration de l'hôpital Kira. Après la présentation de tous les représentants des actionnaires, il a été déclaré qu'il conviendra à la Sokabo de fournir le nom de son représentant. Les premières et deuxièmes résolutions votées au cours de cette assemblée générale ordinaire de crise consistaient à se rendre compte du respect du quorum exigé pour sa tenue ainsi que l'adoption de l'ordre du jour. Cette assemblée générale des actionnaires de l'hôpital Kira du 8 septembre 2022 a été organisée après les déclarations de Charles Ndagijimana qui s'est autoproclamé président du conseil d'administration sur les micros de la RTNB selon lesquels la tenue de cette assemblée sera considérée comme illégale et appelant les actionnaires de ne pas y participer. Merci à toi, Eloge Dizele-Mecha. La décision prise par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Kira Hospital a remis à sa place la justice burundaise en montrant que l'incarcération du docteur Christophe Sahabo est injuste et par conséquent, il doit être rétabli dans ses fonctions. Réaction de maître Gustave Nyonzima qui indique que le docteur Christophe Sahabo devrait être relâché immédiatement. Il cite ici la disposition du Code de procédure pénale pour illustration. J'ai un sentiment de satisfaction étant donné que la loi vient d'avoir sa propre place, c'est-à-dire placée au-dessus de l'injustice et de l'illégalité. Corollairement, au sein de la justice, là où se trouve le dossier de l'incarcération illégale et injuste du docteur Sahabo Christophe, il devait y avoir ipso facto la relaxe pour qu'il y ait la liberté à l'égard d'une mise en cause, conformément aux articles 156, 214 et 217 du Code de procédure pénale, car tout vient d'être prouvé par des actionnaires majoritaires à l'Assemblée, y compris d'autres actionnaires, que rien n'est reproché à l'égard du docteur Sahabo Christophe. C'est un dossier purement civil et commercial qui ne reflète aucun aspect pénal. C'est ce qui vient même d'être prouvé par ces actionnaires en Assemblée générale. Ils ont mené les propres enquêtes et après, ils viennent de prouver sans embâche à qui que ce soit et à qui de droit que rien n'est reproché à l'égard du docteur Sahabo Christophe, qu'il y a même une injustice et une illégalité de son dossier. Alors, c'est mieux que ces actionnaires qui viennent de rétablir dans ses droits Dr Sahabo Christophe en Assemblée générale saisissent les juridictions internationales, régionales et continentales, là où il y a le respect du droit, car au niveau des juridictions nationales, tout a été prouvé que le dossier était plus politique que judiciaire. C'est ainsi donc que le dossier d'Okira Hospital, lequel incarcère le docteur Sahabo Christophe, nous prouve qu'il est nul et non avenu, car reflétant des irrégularités notoires et une injustice ayant pour but de spolier les actionnaires majoritaires dont Swissmed International Limited. Maître Gustave Nyonzima ajoute que toutes les décisions qui sont en train d'être prises par le conseil d'administration autoproclamé en violation des textes et lois n'auront aucune valeur juridique. Quant au conseil d'administration autoproclamé, la loi est limpide. Il ne peut rien faire valoir juridiquement, sauf la force. Derrière tout ce dossier, comme on l'a évoqué antérieurement, ce dossier vise à spolier les actionnaires majoritaires dont Swissmed International Limited. Et donc, du point de vue de la loi, ces désignations n'ont aucune valeur juridique car prises en violation flagrante des articles 359, 360 et 365 de la loi numéro 1/09 du 30 mai 2011 portant Code des sociétés privées à participation publique. Les 10 articles stipulent et exigent que les actionnaires minoritaires n'ont aucune prérogative de pouvoir prendre des décisions vitales et sociales à l'absence des actionnaires majoritaires. Et le conseil d'administration dans ces articles stipule qu'il ne délibère que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Et sur ce, toute clause contraire est réputée nulle et non écrite. Toujours au chapitre droits de l'homme, dans notre série de reportages sur l'injustice dont ont été victimes 3 des infirmières du centre de santé d'aujourd'hui, aujourd'hui nous poursuivrons avec le cas de Rose Wuchumi.
On vous parlera de son action de recours gracieux et de la suite réservée par le ministre de la Santé publique aux justifications lui fournies par la concernée. C'est après la suspension de l'infirmière par la vice-ministre, une suspension décidée en violation de la loi car basée sur des faits non vérifiés. Reportage signé Josiane Mouzanez. Les accusations portées par l'administrateur de Kayogoro ainsi que le secrétaire général du parti CNDD-FDD dans cette même commune et appuyées par le médecin directeur de la province de Makamba sont celles-là même auxquelles s'est appuyée la ministre de la Santé, le docteur Sylvine Zeimana, pour exclure de ses fonctions l'infirmière Rose Wuchoumi, ce qui a poussé l'intéressé à écrire une lettre de recours gracieux. Dans cette correspondance de 3 pages en possession de la RPA, l'infirmière Rose Wuchoumi a tenu à rappeler à la ministre que des 2 commissions d'enquête mises en place par le président Évariste Ndayishimiye, l'une s'est avérée douteuse car n'ayant pas respecté les procédures d'enquête. Ici, elle cite les intimidations de la part de l'administrateur de la commune Kayogoro envers l'équipe qui s'était dirigée sur le terrain, sans oublier que la dite commission ne s'est même pas donné la peine d'interroger l'infirmière concernée afin qu'elle puisse assurer sa défense et fournir des explications ou éclaircissements. Un autre fait souligné par cette infirmière est le fait que, dans ce rapport de constat, la 2e commission a pu se rendre compte que la femme enceinte qui aurait accouché dans la cour intérieure du centre de santé d'Obujondi, faute d'assistance, ce qui était d'ailleurs l'une des principales accusations portées contre la mise en cause, n'a en fait jamais existé, vu que même les auteurs de ces accusations, à savoir Antoine Dailagidje, administrateur de la commune Kayogoro, et Élisée Kadoyi, secrétaire général du parti CNDD-FDD à Kayogoro, n'ont pu donner ni l'identification de la mère en question, ni fournir aucune information pouvant renseigner sur son lieu de résidence. Le même constat a également été fait par les chefs collinaires, les comités de santé et les autres témoins qui étaient sur place. Une autre injustice à son encontre dont parle l'infirmière Rose Wuchoumi concerne les sanctions qu'elle a par après reçues, et ce, en violation flagrante de la loi. Premièrement, elle dit ne pas comprendre comment on a déduit 25% de son salaire sans qu'elle ait eu aucun avertissement de son employeur, comme stipulé dans l'article 64, alinéa 4 du statut général du fonctionnaire. Une sanction qui viole également au passage le Code du travail du Burundi dans son article 241 qui stipule que l'employeur adresse au travailleur une lettre de demande d'explication avant de prendre une décision de sanction, ce qui n'a jamais été fait, même pas par la ministre elle-même. Et c'est sans oublier que l'infirmière Rose Wuchoumi a été sanctionnée pour des fautes qu'elle aurait commises 2 ans avant, au moment où l'article 249 du Code du travail stipule bien que l'employeur ne peut pas prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un travailleur pour une faute dont lui-même ou l'un de ses représentants a eu connaissance de plus de 2 mois. Eu égard à tous ces manquements et violations de la loi, l'infirmière Rose Wuchoumi a conclu sa lettre du 10 août en demandant à la ministre de la rétablir dans ses droits, car, dit-elle, il a tout simplement été victime des montages orchestrés par ses détracteurs. Donnant suite à ce recours en date du 26 août, la ministre Sylvine Zeimana a tout simplement fait savoir que sa décision était irrévocable, car prise en toute connaissance de cause, et la ministre de conclure sa lettre de refus en invitant la concernée à faire recours aux juridictions compétentes si jamais elle se sentait lésée. Dans nos éditions ultérieures, nous ferons un feedback sur ce qui a poussé le numéro 1 Burundi à mettre en place 2 commissions. Nous vous parlerons également de la constitution de ces commissions ainsi que des magouilles opérées par l'administrateur Antoine Ndailagidje pour fausser les enquêtes, allant même jusqu'à confisquer et cacher certains documents médicaux du service maternité de la place. Merci à toi aussi, Josiane Mouzanez. La dernière nouvelle de cette édition, les maçons qui exercent les activités dans la capitale économique Bujumbura font partie de la population burundaise qui souffre énormément de la crise du carburant. Il n'est pas rare que ces derniers se présentent au lieu de travail, mais rentrent bredouilles parce que le matériel nécessaire n'est pas disponible faute de carburant. De plus, le coût de déplacement pour arriver au lieu de travail constitue un autre défi pour cette catégorie de la population. Une situation qui fait que ces maçons se retrouvent des fois en conflit avec leurs familles.
Le détail avec Danicler Ilatouv. Bujumbura, la capitale économique du Burundi, abrite plusieurs catégories de gens qui vivent de différents métiers. Parmi ces gens, le note des maçons. Depuis la crise des carburants au Burundi, ces derniers éprouvent beaucoup de difficultés à survivre. Deux fois, ils se rendent au lieu de travail, mais rentrent bredouille parce qu'il y a manque de moyens de faire arriver ces matériels jusqu'au lieu de travail. Tu peux te rendre avec les autres au lieu de travailler, mais une fois sur les liés, le manque de ciment, simplement parce que l'on n'a pas trouvé les moyens de transport. On peut faire des assoiffures à attendre des mois sans résultat, parce que le carburant a manqué, ou alors on fait un peu de plus pour la même raison. Des fois, le défi pour les maçons se trouve être leur propre déplacement. Pour des gens qui doivent se rendre travailler loin de chez eux, il faut face à un grand problème de déplacement. Si tu ne manques pas complètement le moyen de déplacement, tu devras payer très cher pour le faire. Des fois, on abandonne même. Des problèmes, c'est aussi à la maison. Les maçons perdent la confiance de leur famille s'ils rentrent à la maison 2 à 3 fois sans ration. C'est un problème si tu rentres sans ration à la maison. Pour éviter d'autres problèmes à la famille, il faut contacter des crédits. Cela se fait fréquemment et le problème est que l'on a du mal à sortir d'une telle situation. Ces maçons demandent au gouvernement de faire tout son possible pour que le carburant soit disponible. Merci à toi aussi, Danicler Ilatouv. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi. Ainsi prend fait cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Douchimalit. Au revoir.